L'entreprise, le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leurs projets d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. On a tous des amis qui nous inspirent et qui nous impressionnent par ce qu'ils font. Et pour ma part, moi, c'est Louis et Noémie qui sont scouts et qui, cet été, ont été en mission humanitaire en Côte d'Ivoire. Donc là, c'est place à vous les amis, je vous laisse vous présenter. Moi, c'est Noémie. Et moi, c'est Louis. Du coup, on est tous les deux membres des compagnons des Scouts et Guides de France. C'est une association d'éducation populaire, en fait. Globalement, le scoutisme, ça va être un mouvement fait plutôt pour les jeunes et ça va être bien sûr encadré par des adultes. Et donc nous, on est aux Scouts et Guides de France et c'est séparé par unité, donc un peu des groupes par tranche d'âge. Donc les Loustogènes, c'est le plus jeune, jusqu'aux compagnons, les plus grands. Et nous, on va... Bon, maintenant, ça a un peu changé, mais l'idée, c'est d'être par petits groupes de 4 à 8 personnes, 6, et de monter un projet soi-même. Et on est quand même accompagné par des accompagnateurs compagnons, ça s'appelle comme ça, qui vont nous aider à guider le projet, mais c'est nous qui allons nous voir entre nous pour créer tout le projet ensemble. C'est ça, ouais. On était sur un projet de plusieurs années où on a commencé par faire des petits projets associatifs en France, en fait, pour au final arriver du coup, au climax de notre aventure où c'était cet été, on est parti un mois en Côte d'Ivoire. Et donc c'est un projet sur plusieurs années parce qu'on l'a financé sur plusieurs années et on l'a créé avant, quoi. En fait, à chaque fois, on s'est adapté en fonction de nos études, de ce qu'on avait envie de faire. Et souvent, ça se fait une année en France, un projet en France, et une année à l'international. Mais nous, on a fait 2 années en France et un à l'international, parce qu'on s'est dit que... c'était au début, quand on a eu les études, il y en a 2 qui étaient en médecine, et on s'est dit que c'était pas possible de créer un projet aussi gros à l'international. Donc on a en fait un peu décalé d'1 an, mais on a quand même créé un plus petit projet en France dans un festival. Trop bien. Ouais, et ça fait combien de temps du coup que vous êtes scout ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie à côté de ça ? Pourquoi vous êtes scout ? Est-ce que c'est vos parents qui vous ont mis au scout quand vous étiez tout petit ou comment c'est arrivé dans votre chemin de vie, on va dire ? Ouais, moi à la base, ça fait... Je crois que là c'est ma 11e année de scouting. Ah oui. Donc j'ai commencé vraiment quand j'étais petit, donc à la base c'était mes parents qui m'ont inscrit. J'avais bien aimé, en fait quand on est petit c'est des activités un peu ludiques, on va dans la nature, on fait du feu, on dort sous tente, moi j'ai direct adhéré et puis au fur et à mesure c'était moi qui allais de moi-même et puis au final je suis super content d'avoir continué et puis ça m'a permis de rencontrer plein de gens incroyables et puis aussi d'apprendre des tas de choses que j'aurais pas pu apprendre autrement. Et moi j'ai aussi commencé quand j'étais plus jeune parce que mon père en a fait, donc il m'a inscrit au scout et j'aimais bien, mais j'étais quand même de nature très timide et après 2-3 ans, je me sentais pas trop bien au scout et j'ai arrêté complètement. Mais il y a 3 ans, 4 maintenant, je me suis rappelé que c'était cool quand même, qu'on partageait des bons moments, j'aimais bien dormir en tente. Et il y a 4 ans, j'avais aussi envie de faire des nouvelles rencontres, de peut-être découvrir quelque chose d'autre, j'avais envie de faire une activité. Et donc je me suis réinscrite au scout. Et c'est là que j'ai appris le fonctionnement des compagnons, donc l'idée d'équipe et tout. Et on s'est rencontrés une première fois, ça s'est bien passé et on a décidé de poursuivre comme ça ensemble. Trop bien, trop bien. Donc là, tout à l'heure, vous nous expliquez que là, vous avez atteint votre objectif maximum, c'est du coup de partir en Côte d'Ivoire. C'était quoi le projet ? Qu'est-ce que vous avez fait là-bas sur place ? Parce que du coup, c'était l'objectif vraiment à atteindre pour le groupe compagnon. Est-ce que tous les groupes ont le même projet, les mêmes missions, ou est-ce que c'est vraiment propre à chaque groupe de 4 à 8 personnes ? En fait, pour que ce soit un projet compagnon, ça s'appelle un expériment long. Faut qu'il y ait... En fait, c'est un projet associatif. Tu as dit humanitaire tout à l'heure, c'est pas exactement le bon mot. En fait, humanitaire, ça veut dire agir dans l'urgence face à une situation, par exemple un tsunami, un attentat, une catastrophe, où tu réagis direct là-dessus. Là, nous, c'était un projet qui était anticipé. Une situation qui existe déjà, c'est dans le but d'améliorer les conditions de vie sur place en fait. Et donc non, c'est pas forcément à l'étranger, c'est pas forcément très loin, tu peux très bien faire le projet en France en fait, il faut juste aller à la rencontre et c'est ça, être en partenariat avec soit une association, soit une école, un organisme en fait sur place. Donc nous on était en partenariat avec
les scouts de Côte d'Ivoire, parce qu'en fait il y a des scouts un peu partout dans le monde. Nous du coup on est scouts et guides de France, mais il y a des scouts dans plein de pays, donc nous on était en partenariat avec eux. Et justement on avait prévu de rénover leur lycée qui est là-bas, où en fait les gens ils sont hyper investis. En France on verrait pas des élèves rénover leur lycée comme ça, c'est tout le temps des entreprises. Alors que là ils étaient super motivés et donc on les a aidés sur place. On a ensemble rénové plusieurs salles de classe, des toilettes et une fontaine. Et ça c'était une partie du projet. Et sinon globalement c'était surtout aller à la rencontre d'autres scouts un peu ailleurs dans le monde, voir comment ça fonctionne et puis faire des rencontres géniales quoi. Et puis on a choisi la Côte d'Ivoire aussi parce que lors de nos camps précédents, on a eu un moment où on a discuté de ce qu'on avait envie de faire pour donc, ce projet à l'international. On s'est tous exprimés, on a dit à la fois s'il y avait des pays qui nous attiraient ou alors des missions en particulier, parce que là on a choisi de faire dans la rénovation, mais ça peut être auprès des gens, auprès des animaux et plein de choses comme ça, c'est vraiment hyper large. Et donc il y en a plusieurs dans l'équipe qui souhaitaient le faire dans un pays francophone déjà, parce que c'est un grand rôle quand on est à l'international, qui n'était pas forcément à l'aise avec l'anglais. Et aussi il y en a une qui était d'origine ivoirienne et on lui a dit est-ce que ça te dérangeait de retourner dans ton pays, de revoir tes origines. Et pour le coup elle, ça l'intéressait vraiment. Et c'était un pays francophone, la Côte d'Ivoire. Et c'est un peu comme ça qu'on a choisi ce pays. Et par la suite, sa famille nous a aussi aidé à trouver des partenaires dans le pays. Oui, du coup, c'est plus simple, vous aviez un point d'attache déjà présent là-bas et au moins une relation plus simple, quoi. Ouais. C'était aussi même rassurant, même avant que le projet soit complètement construit, on savait qu'il y avait déjà des gens dans ce pays qui pouvaient un peu nous aiguiller, dire est-ce que c'est safe, les endroits où c'est cool d'y aller, les endroits où c'est mieux d'éviter, ou des choses comme ça. Et c'était rassurant d'avoir un peu un point d'appui là-bas, quoi. Quand on dit, vas-y, tu peux faire un projet n'importe où dans le monde, c'est hyper dur de se dire comment on choisit un pays, comment on choisit la mission. Et donc c'était plus simple pour nous, là, par cette personne. Normalement, c'est un peu de choisir d'abord le projet avant de choisir le pays, mais nous, ça a un peu été l'inverse. En fait, surtout, moi, je suis content qu'on soit parti dans un pays francophone parce que ça simplifie beaucoup les relations et les découvertes que tu as là-bas. C'est beaucoup plus spontané que de devoir essayer. Après, anglais, ça passe encore, mais il n'y a pas beaucoup de pays qui parlent anglais. Enfin, il y en a plein où c'est une autre langue. Donc, par exemple, sur place, tu aurais une ou deux personnes qui parlent anglais, qui doivent te traduire et en même temps. Et donc, ça fait une rupture un peu dans les liens humains, quoi. C'est ça. Ouais, trop bien. Je suis content qu'on ait fait ça. Ça se voit. Moi, je voyais toutes vos stories et tout. Je disais, c'est trop bien. Ça a l'air génial. Vraiment de se dévouer pour une cause, pour aider, soutenir. C'est hyper solidaire et tout, quoi. C'est trop bien. Et c'était vachement cool de le faire avec des scouts, parce qu'au début, on s'était plus penché sur d'autres types d'associations, mais on voyait que ça matchait pas forcément, qu'il y avait des trucs qui nous convenaient pas. Et donc on se posait beaucoup de questions, parce que il y a quand même une image où tu vas en Afrique aider des gens, c'est questionnable quand même. Et on voulait quelque chose d'éthique. Et donc le faire avec des scouts qui avaient les mêmes valeurs que nous et avec lesquels on pouvait apprendre des choses, c'était vachement bien. Ouais. Là, je voyais cet été, j'ai beaucoup d'amis qui sont partis en Afrique en mission, du coup pas forcément humanitaire comme tu as dit, mais plus solidaire. Et quand tout le monde est revenu, tout le monde s'est dit, en fait, c'est vrai qu'il y a un peu le sentiment de je suis blanc, je vais aider la population en Afrique, alors que ils ont leur propre culture et parfois ils s'en sortent très bien aussi, tu vois. Mais du coup, je comprends le fait de pas vouloir avoir ce rôle-là, c'est gênant parce que c'est pas la volonté du tout, c'est vraiment de soutenir, quoi. En fait, il y a beaucoup d'assos qui vont avoir des projets et qui vont juste recruter des Européens pour faire le projet, par principe, alors que nous, l'idée, c'était de construire un projet ensemble. Donc en fait, eux, ils avaient une idée de projet et ils voulaient voir avec nous comment faire, qu'est-ce qui nous intéressait, qu'est-ce que eux ils proposaient, et de créer un projet un peu tous ensemble. Et c'est comme ça que le projet s'est fait. Pendant l'année entière, on était en relation avec 5 scouts de Côte d'Ivoire et on discutait très régulièrement du projet et sur la manière dont ça allait se faire. Et pour un peu éviter de tomber là-dedans ou d'être un peu
le blanc sauveur qui arrive et qui juste fait ce qu'il a envie. Parce qu'en fait, comme tu dis, il se débrouille très bien là-bas aussi. Si juste tu vas et tu fais comme ce que tu connais en France, bah peut-être que ça va pas leur aller, ça va marcher un mois et puis au final ça va pas fonctionner, c'est pas le but en fait. Mais ce qui était pas mal, c'est qu'on a eu des formations des scouts et guides de France du coup, exprès pour les compagnons qui partent à l'étranger. Et eux ils nous ont vachement bien parlé de ça, un peu des pièges à éviter, des trucs... ouais c'est ça, des pièges à pas tomber dedans ou pour éviter de se retrouver à faire un truc qui est pas vraiment utile pour les gens, qui est mal compris, qui peut être mal vu et qui au final est pas gratifiant parce que tu te rends compte que ça n'a pas été efficace et ça n'a pas été vraiment utile quoi. Et donc ouais c'est ça, d'avoir construit le projet avec eux et pas d'avoir une idée préfaite et ensuite de leur dire on vient faire ça. Ça a vachement aidé je pense. On les a d'abord contactés pour leur demander de quoi ils avaient besoin en fait et c'est plus eux qui ont expliqué leurs besoins et puis qui nous ont demandé ce qu'on pourrait faire ensemble pour régler ça quoi. Ouais. Et donc vous n'êtes pas parti avec des a priori du coup, parce que ça doit être difficile de parfois pas s'en faire, c'est humain tu vois d'avoir des préjugés et tout. En amont, comment est-ce que vous êtes préparé? Est-ce que vous vous êtes documenté sur la culture ou justement pas du tout pour pas avoir de préjugés et vraiment être immergé d'un coup, mais en même temps il faut se préparer, il y a plein de trucs à prévoir. On s'est énormément renseigné sur le pays, la culture, que ce soit déjà dans la famille de Coralie, parce que du coup ses parents sont de cette origine, et on a fait des repas chez elle où ses parents nous ont beaucoup parlé de la culture, et bien sûr on a regardé sur internet, on a fait un max de recherches possible pour pas arriver avec notre culture et tout leur balancer. On voulait vraiment arriver et s'adapter à eux, manger chez eux et tout faire comme eux quoi. On voulait pas s'imposer en tant que Français. Bien sûr, il y avait des moments où c'était un échange de culture aussi. C'est pas, ça va pas que dans un sens, mais c'était d'abord à nous de s'adapter plus que à eux de le faire. Ouais. Et puis surtout, je pense que des préjugés, on peut en avoir beaucoup avant d'être renseigné, mais comme nous, on s'est renseigné là-dessus, forcément, il y en a toujours des préjugés, c'est normal, mais on a travaillé à essayer même si on en avait, de les changer au fur et à mesure, et puis surtout, on découvre là-bas, on se rend compte que c'est pas pareil, trop bien. En fait, on était là pour découvrir, donc... Mais c'était marrant parce que eux aussi, ils avaient des préjugés un peu sur nous, sur les Français, sur les Européens, donc au final, c'était un peu... Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis avec ça. Quoi. Et vous êtes bien intégrés, vous avez créé des liens du coup avec les scouts qui étaient là-bas. Est-ce que c'est devenu des amis? Comment est-ce que vous êtes organisés? Est-ce qu'il y avait une bonne entente ou parfois c'était un peu tendu parce que du coup vous vous étiez jamais vus en vrai avant? Ou même vous, dans votre groupe compas, est-ce que du coup il y a eu des petites tensions ou plutôt, c'était plutôt tranquille, tout le monde savait pourquoi il était là? Du coup, dans notre groupe, ça s'est plutôt bien passé parce qu'en fait, on était déjà partis 2 fois avant, encore même plus petit, mais en France. Ouais. Donc les tensions avaient un peu éclaté avant et donc c'était beaucoup plus... Ça s'est très bien passé. En vrai, il n'y a pas eu trop de soucis, même si forcément, un mois ensemble, forcément qu'il y a un peu de tension, mais il n'y a pas eu de problème. Et surtout, quand il y avait des difficultés, on réussissait à en parler avant, qu'on a appris de nos erreurs. Mais par contre, avec les autres scouts, ça a été plus difficile que ce que je pensais. Moi, je me suis dit, on a beaucoup parlé avant, on va arriver, ça va être cool. Mais avec quand même ce truc où nous, on restait un peu entre nous, eux, ils restaient entre eux. Ouais. Et aussi, nos journées étaient quand même pas mal rythmées par les travaux de la journée. Et on n'avait pas de moment pour discuter entre nous, se mélanger un peu. Et donc, toute la journée, on faisait des travaux. Et le soir, on rentrait un peu chacun chez nous. Et c'est pas vraiment un très gros regret, mais j'aurais aimé qu'on ait plus de moments tous ensemble. Parce que le dernier jour des travaux, c'était pas des travaux, mais on a décidé de faire un grand repas tous ensemble. Et cette journée-là, c'était hyper cool et c'était hyper touchant parce qu'ils étaient super contents. Ils nous ont dit qu'ils étaient super contents qu'on soit venus, qu'on ait fait plein de choses ensemble. Ça les a vraiment touchés et on ne s'attendait pas à ce que ce soit autant parce que, en fait, toute la journée, quand on faisait des travaux, on ne ressentait pas trop cette proximité-là. Par contre, la chance qu'on a eue, c'est qu'on était quand même logés chez le responsable de l'équipe scout. Ouais. Donc on était vraiment dans on dormait dans des tentes dans son jardin, mais on passait la journée, on mangeait avec eux et tout. Et eux, par contre, on a eu beaucoup plus de liens et de moments où on a pu discuter autour des repas, même ils étaient super ouverts. En fait, le responsable des scouts, il était aussi professeur. Ouais.
Et Ok. donc, là-bas, les profs, c'est des gens hyper respectés, ils sont cultivés et tout. Et donc, lui, il était beaucoup plus tourné vers le monde, il avait moins de préjugés pendant sur nous, les blancs, il était plus sur la discussion et tout ça. Et Ouais. ça, c'est une chose qu'on a vue aussi. Ouais, pour le coup, dans la famille, ça s'est super bien passé. On s'entendait avec tout le monde et on était hyper à l'aise et ils nous mettaient à l'aise aussi. Où vraiment, il n'y avait pas du tout cette gêne d'être chez des gens et de déranger. Ouais. Enfin, ils nous accueillaient toujours à bras ouverts. Si, je sais pas, il y a des jours où il pleuvait vraiment, il y avait des chambres pour nous alors qu'on ne demandait pas forcément ça. Et on mangeait tous ensemble et ça, c'était vachement cool. C'est vrai que les gens étaient hyper accueillants et Ouais. peut-être aussi un peu protecteurs, de peur qu'on soit trop fragile et tout, c'est aussi des préjugés, hein, pareil, mais ils voyaient, ah les blancs ça va, vous inquiétez pas, on va vous donner et tout, vous avez faim, vous avez machin et tout, ils voulaient un peu tous je sais pas, nous protéger, ouais, Ouais. c'est ça, c'était assez marrant, mais c'était- pareil, ouais, ça c'est aussi des ouais. préjugés qu'ils ont. Mais c'était Ouais, toujours c'était hyper chouette. bienveillant. Ouais, vraiment. Un exemple, c'est que quand on allait dans la rue, les gens nous appelaient les blancs, les blancs. En France, ça peut être perçu comme quelque chose d'hyper négatif. Alors Ouais. que là-bas, on sentait vraiment que c'était juste de la curiosité et c'était vachement cool. Ils étaient curieux, ils venaient nous parler et Ouais, vous étiez un peu les stars du village, quoi. Ah, mais c'était un peu vraiment, ça. ouais, c'est ça. Dans les endroits reculés, il y a Ouais. quand même pas mal de gens, surtout des enfants, qui ont jamais vu de blanc en fait. Donc, soit il y en a, ils avaient un peu peur, soit il y en a, ils sont en mode waouh, trop bien, un Ouais. blanc, on prend une photo et tout ça, comment tu t'appelles, etc. Ils nous citaient des joueurs de foot français, Mbappé, machin, ça va. Et c'était super Ouais. chouette. Du les coup, gens, dans le c'était village, ça allait, super mais les 2 premières semaines, on était dans ce village à Maféré, qui est un peu reculé, et la dernière semaine, on a fait de la visite dans les 2 plus grosses villes, Yamoussoukro et Abidjan. Et là, pour le coup, on sentait un peu plus que... Enfin, les gens avaient déjà vu des blancs, et quand ils nous appelaient les blancs, c'était plus pour essayer d'avoir notre argent. Ouais, Et c'est ça. là, pour le coup, c'était pas forcément que bienveillant, et il Ouais. n'y avait pas que de la curiosité. C'est vrai qu'il y avait vraiment l'écart entre les deux où au début, dans notre projet, c'était juste de la curiosité hyper Ouais. bienveillante, alors qu'à la fin, c'était plus ah, j'ai une boutique de souvenirs, viens, le blanc, j'ai fait une réduction, mais la réduction, Oui. c'est pas vraiment une réduction, c'est plus une augmentation, mais voilà. Ouais. Mais ça, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de différences entre les deux. Mais étonnamment, on a beaucoup plus kiffé le fait d'être en campagne, dans un endroit reculé, même si c'est beaucoup plus différent que quand on a visité la capitale, qui est une ville qui ressemble un peu plus à ce qu'on connaît en France, où là c'était beaucoup moins bien. Pour reprendre un peu la chronologie de votre parcours, parce que du coup il y a vachement eu un gros avant, pendant et un après aussi, le retour à la réalité, il doit pas être simple à vivre. Mais du coup, avant de partir, est-ce que vous aviez vraiment peur, vous avez de l'appréhension, ou est-ce que vous aviez hâte? Enfin, c'était quoi le sentiment? Vous aviez hâte de retrouver les scouts là-bas, ou hâte de découvrir la culture, ou un peu peur parce que ça reste un mois? Est-ce que vos parents, ils étaient là à vous chouchouter, à dire ça va aller ma fille, mon fils, revenez, enfin, tu vois, ça peut être très différent en fonction des familles. Vous, c'était comment plutôt Moi, je trouve tout au long du projet, j'avais très hâte de partir parce que moi, c'était un rêve de voyager, d'aller à la rencontre d'autres cultures. Et toute l'année, j'avais super hâte. Je suis pas forcément ultra attachée à ma famille, je sais pas, le besoin de les voir en permanence. Mais, enfin, dit comme ça, c'est bizarre, mais genre, je savais que c'était juste un mois et enfin, que ça irait. J'avais pas forcément cette peur de ne plus être avec eux pendant un mois. Mais je pense que dans l'équipe, chacun l'a vécu différemment et il y avait des personnes qui étaient beaucoup plus attachées à leur famille et qui avaient un peu plus d'appréhension au travers de ça. Mais moi, c'est plus genre 2-3 jours avant de partir où je me suis vraiment dit, bah là, ça y est, c'est le moment, on va partir. Et j'ai commencé à avoir peur et je me suis dit, ça se trouve, ça va pas aller, ça se trouve, il y a plein de trucs qui vont pas être comme je pense. Mais enfin, toute l'année, on était tellement pris par le truc que moi, j'avais juste tellement hâte de partir. Ouais, bah moi c'était juste avant de partir, pareil, j'avais vraiment super hâte et tout, et puis non, enfin je me disais un mois c'est pas si long que ça, pour le blanc de ma famille et tout ça, mais c'était plus avant, je sais pas, 6 mois avant, où j'avais un peu l'appréhension qu'on n'arrive pas à tout boucler, que tout soit pas organisé, parce que en fait, il y avait des tas de choses à... Déjà le budget, fallait qu'on l'ait avant de partir, sinon c'est compliqué, l'avion, il y avait pas mal de dossiers à faire pour pouvoir partir, les passeports, les visas, enfin plein de démarches où... Ouais, un peu le truc où t'es débordé et t'as l'impression que... Enfin, t'as peur de pas pouvoir finir à temps, quoi. Mais sinon, avant de partir,
c'est trop content. J'avais trop hâte de partir. C'était un gros truc quand même, l'organisation d'un Ouais. projet comme ça, avec d'autres personnes, et enfin, c'est vachement prenant. Oui, c'est ça, il faut trouver du temps aussi, chacun dans son emploi du temps chargé des cours, de tout ça. Il faut trouver du temps Vous étiez 5 ouais. Ouais. C'est Donc il faut trouver du temps à 5 pour préparer c'est ça. ça. Ça vous a pris combien de temps à préparer en tout? Bah, sur toute l'année scolaire. Ouais, c'est ça. On a commencé en septembre à chercher. On avait déjà l'idée du pays, on a commencé à chercher un peu des partenariats vers septembre-octobre. Et bon, ouais, c'est ça. Mais par contre, niveau argent, comme on avait déjà fait 2 ans avant, on avait un peu accumulé en faisant des petits boulots et tout ça. On n'avait pas tout dépensé sur les camps, donc on avait déjà une avance un petit peu. Mais ouais, je pense que ça nous a pris une grosse année, je dirais, Ouais. d'organiser ça. Mais c'est en ayant avant déjà organisé des petits projets, donc forcément on était plus efficace que la première année où personne ne sait quoi faire, on découvre comment on fait un budget, on découvre comment faire les démarches et tout ça, alors que là on était un peu... Ouais, on avait déjà eu Mêlé, quoi. une idée en tête de comment ça allait se passer et le rythme qu'il fallait avoir pour réussir à aller au bout. Mais c'est vrai qu'au début de l'année, on se disait est-ce qu'on va réussir à le faire? Parce que tout est rythmé et au bout d'un moment, si on n'avait toujours pas de partenaire, ça aurait été mort. Et c'est surtout aussi la question du budget. Si on n'a pas assez d'argent, on peut pas partir, quoi. Nous, tout ce qu'on prépare en France et tout, c'était hyper carré, il y avait des trucs à signer, machin et tout ça. Mais le partenariat, par contre, tu sais jamais si quand t'arrives sur place, est-ce qu'ils vont vraiment être là, ou est-ce que, ah bah non, au final on n'est pas là, on est en vacances. Enfin, comme c'est pas le même état d'esprit, c'est beaucoup plus chill, ils sont pas à 2 jours près, c'est tranquille et tout, tu te dis merde, imagine, on arrive et au final on attend une semaine parce que je sais pas, le chantier, les matériaux ils sont pas arrivés, faut attendre et tout. Et on avait eu des retours d'expérience un peu d'autres équipes qui s'étaient arrivées et c'est un peu l'appréhension et en vrai tu peux pas faire grand chose à l'avance. Ouais. C'est vrai que ça sur place, c'est un peu le truc qui nous a énervé, c'est que nous, on s'est habitué toute l'année à avoir un truc hyper carré, tout est bien cadré et sur place c'est... On verra demain, le lendemain. Et nous, on n'est pas habitués à ça et on prenait sur nous, évidemment, on s'adaptait à eux. Mais c'est vrai que c'était parfois un peu frustrant. Nous, on savait comment anticiper les choses et comment éviter certains trucs, mais on les laissait faire, quoi. Et parfois, on se retrouvait à perdre un temps fou pour un truc. Et vous leur disiez parfois, est-ce qu'ils vous écoutaient ou pas trop? Bah, ça dépendait des choses en fait. Il y a certains trucs, on leur disait, ils nous disaient ah ouais, c'est vrai, ou des fois non. En fait, je crois que c'était aussi parce que nous, c'était un projet qu'on préparait depuis longtemps. Il y a des gros montants quand même qu'on a investi pour partir, l'avion et tout ça. Alors que ils sont chez eux, donc au pire, ils sont pas là aujourd'hui, ils viendront demain et tout. Mais nous, on a qu'un mois, on va pas attendre que tout le monde soit là par exemple, ou juste. Je sais pas, par exemple, faire des achats, tu vois, on aurait bien aimé acheter tout d'un coup et hop, c'est fait, alors que là, on allait tous les 2 jours à la quincaillerie, acheter des vis, racheter un truc et tout, au final, ça nous prenait pas mal de temps, mais c'est la culture qui est pas pareille, et puis faut s'habituer, il faut être détente, tranquille. Ah ça, oui. Mais avec du recul, ça nous fait rire, mais c'est vrai que sur le moment, parfois, c'était un peu frustrant. Mais... mais aussi, ou alors, on leur disait, mais ils comprenaient pas trop l'intérêt, donc ils faisaient quand même à leur tête. On devait faire à la fois peindre des murs et à la fois peindre les plafonds. Non, même pas. Au début, c'était juste, on doit peindre le plafond et les murs, on les laisse tels qu'ils sont. Donc quand tout le monde commence à peindre le plafond sans réfléchir, on peint tout et forcément ça déborde sur le mur, donc on décide de peindre les murs. On peint les murs et pas de la même couleur. Pas de la même couleur. Les murs, ils sont en bleu, on peint les murs, ça en fout sur le plafond. Et moi, du coup, j'essaye de dire, venez, on met du scotch, quelque chose pour protéger. Et ils écoutent pas, ils attaquent direct. Et ça, pour le coup, ils sont hyper efficaces. Et sauf que du coup, il y en a sur le plafond. Et donc, pour repeindre le plafond. Le plafond, ça en remet sur les murs. On a dû faire ça 3-4 fois. Ah oui. Et c'était fun. C'était en vrai, c'est une sacrée anecdote. Se dire maintenant, c'était fun, mais. On avait vachement des manières de réfléchir différemment. Où nous, je pense, avec l'école, on nous apprend à anticiper les choses, aussi à faire le plus efficacement possible. Alors que là-bas, ils vont plus faire et s'adapter après. Mais par contre, eux, ils perdent pas un temps fou à réfléchir comment pas perdre de temps. Et au final, ça revient un peu au même. Ouais, c'est ça. Mais par contre, ils savent tout faire, c'est dingue. Enfin, surtout là, pour le bricolage, ils étaient plus jeunes que nous. Je crois qu'ils étaient... Enfin, peut-être 1 an de moins que nous. Il y en a un, pourtant ils sont au lycée et tout ça, ils sont scouts, ils sont au lycée, il y en a un, il est plombier, et il arrive, il te fait les trucs et tout, un peu l'expert plombier, l'autre il est maçon et tout, mais ils sont super chauds, enfin,
toutes les techniques qu'ils nous ont appris et tout, je pense que ça va nous servir en vrai pour le bricolage et tout ça, mais Ouais, c'est trop bien. puis ça pour le coup, on est deux. Et moi j'ai pas un bout comme ça pendant que lui il a déjà fait la moitié de la salle, quoi, c'est dingue. Mais ce qui était trop bien, c'est qu'il y avait beaucoup plus de scouts que normalement ce qu'on avait prévu. Nous, pendant toute l'année, on était en contact avec 5 scouts. Et en fait, sur place, il y en a plein, les potes qui sont venus. Et au final, on était peut-être 15 sur le chantier. Ah ouais, trop bien. Et tous les jours, il y en avait des nouveaux qui venaient ou il y en a qui venaient pas. Et ça, c'était cool aussi. Trop bien. Moi, ils nous ont vraiment bien aidés. Et puis à chaque fois, on découvrait des nouvelles têtes parce que c'était... nous, du coup, on est une équipe compagnon, mais il y a tout le groupe scout qui est d'autres gens qui sont là. Mais en fait, eux, ils étaient tous mobilisés là-dessus. C'est peut-être aussi ça qui a fait que on a eu moins de liens précis avec certaines personnes parce qu'ils étaient tous... c'était pas tout le temps les mêmes personnes et à chaque fois, c'était différent, quoi. Donc, non, mais pour le coup, pour les travaux, ça a vraiment bien marché et ils sont super chauds. Et quand vous êtes revenus, du coup, en France, comment ça s'est passé? Enfin, du coup, vous êtes tous repartis dans votre famille, ça devait être trop bizarre de plus être à 5 et de retrouver la vie normale, comme on la connaît nous. Comment ça s'est passé pour vous? Plutôt bien quand même. Parce que, en fait, c'était une très belle expérience en Côte d'Ivoire, mais c'est pas un pays où j'ai eu un coup de cœur, où j'ai eu une attache particulière. Et du coup, un mois, c'était en fait parfait parce que au bout d'un mois, on avait fait le tour des gens du pays. Et j'étais contente de revenir et j'avais pas envie de rester là-bas tout le temps, quoi. Moi j'étais super content de partir et je suis content de rentrer parce que c'est crevant. Je suis rentré, j'ai dormi pendant 2 jours et puis même le confort ça fait plaisir quand même. Mais c'est vrai que tous les jours on avait quelque chose à faire, il n'y a pas une journée où on s'est ennuyé et c'est un rythme à tenir quand même et quand on rentre ça fait du bien de se poser un peu, de revoir ce qu'on connaît parce que le mode de vie là-bas c'est quand même particulier parce qu'on se douchait à l'eau froide, dans des seaux, ou on dormait en tente. C'est particulier, quoi. Oui. Je pense, il y a le mode de vie, et il y a aussi le fait que on était hyper sollicités tout le temps, parce qu'on était les 5 blancs du village qui étaient là partout, on nous invitait à manger. Des fois, on mangeait 2 fois. On était invité chez le maire, on mangeait. Après, on était invité chez quelqu'un d'autre, on mangeait. Et puis après, on buvait du coup, après machin et tout. C'était hyper H24 sollicitant de ouf, quoi. C'était trop bien. Ils arrivaient à la maison, on jouait au foot, on machin, c'était génial, mais du coup c'était crevant. Le soir quand tu te poses, t'es là en mode waouh. Ça fait du bien. Tout ça dans une journée. Est-ce que vous avez gardé des coutumes de là-bas mais que maintenant vous faites en France ou vous êtes revenu forcément changer, grandi parce que chaque expérience fait grandir, mais est-ce que votre vision du monde elle a changé ou même votre manière de faire, votre efficacité, est-ce que vous avez gardé des expériences que vous avez vécues là-bas mais du coup dans votre quotidien français? Des manières de faire. Si, par exemple, là, je te disais des trucs de bricolage. J'ai fait il y a pas longtemps de la plomberie avec mon père et ça, pour le coup, ça m'a bien servi. J'ai sonné des petites astuces et tout. Non, sinon, en manière de vivre. Si, je pense par exemple, tous les préjugés qu'on peut avoir, on a beaucoup moins, même. On se rend compte de la chance qu'on a d'être ici, d'être étudiant et tout. Là, j'ai l'impression que pratiquement tous mes potes sont étudiants. Là-bas, être étudiant, c'est une chance. Et c'est dans tout le lycée, ils sont peut-être une centaine par promo. Il y en a un ou 2 qui vont avoir la chance d'aller à la grande ville pour être étudiant et tout. Et je trouve on se rend compte de la chance qu'on a juste d'aller en cours au quotidien comme ça. Et de faire, Et en même temps, moi, j'ai pas l'impression de non plus être changée après ce voyage parce que j'avais déjà cette ouverture au monde et des préjugés, tout ça. Je savais qu'il fallait pas venir avec nos idées. Et quand je suis arrivée sur place, j'ai pas non plus été déconnectée et c'était pas un environnement auquel je m'attendais pas. J'étais renseignée et c'était cool de le vivre, quoi. T'étais apte à être là-bas, quoi. C'est ça. C'est vrai que comme on s'est bien renseigné et tout préparé avant, il n'y a pas eu le choc en arrivant ou en repartant ou quoi. On était préparé à ce qu'on allait vivre. En vrai, tant mieux, je suis content que ça se soit passé comme ça. Est-ce que vous avez une anecdote assez cocasse qui vous est arrivée, à part du coup d'être appelé tout le temps les blancs du village, tout ça, à manger partout?
Mais est-ce qu'il y a vraiment un truc où vous vous dites « Ah ouais, là, ça, c'est vraiment un truc qui me serait arrivé que là-bas ?» Et, enfin, je sais pas, une anecdote que ce soit entre vous ou avec les autres scouts ou... Enfin, dans votre manière de vivre, je sais pas, un truc... Le Koutoukou, c'est un alcool connu de là-bas. Ok. Et c'est une eau de vie, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est de l'alcool. Ouais, en fait, avec du jus de Palmier. je crois, ils font du vin de palme. C'est un truc blanc qui doit être à peu près, comme du vin, donc à peu près 15%. Et ça, ils le distillent et ça en fait du Koutoukou. Il y a un truc qui arrache bien, je sais pas combien c'est, Ouais. même eux ils savent pas un peu le degré, ils goûtent et si c'est pas assez fort, ils refont passer dans le Ah oui, dans l'alambic, quoi. Et donc il y a une journée, ils nous disent « Ah, cet après-midi, on va aller visiter l'usine du Koutoukou. » Donc on trop bien. Une usine. Ouais. On te dit usine, t'as une image en tête. Oui, ouais. Donc en fait, déjà, on part à moto. Donc derrière quelqu'un, il nous dit venez, il y en a 2, vous allez passer avec moi. 3 sur la moto du coup. Ouais, on était à 3 sur une moto et puis vous allez avec lui et toi tu vas là. Et vous inquiétez pas, c'est à 10 minutes d'ici, c'est tranquille, c'est pas très loin parce qu'on avait prévu autre chose après. Et on y va. Au bout de 10 minutes, on lui dit on est bientôt arrivé. Et c'est sur des routes de terre, ça monte, ça descend, il y a des cailloux. Et c'est genre sur la moto, t'es pas à l'aise quoi. Il nous dit oui, t'inquiète, on va arriver. En plus, il y a des gens derrière nous, on les a perdus, donc on se dit on va attendre 5 minutes. On attend 10, 20 minutes, il y a personne. On se dit bon, on va peut-être faire demi-tour. Au final, on arrive à les retrouver. Et en fait, on a fait, 30 minutes de moto pour arriver à l'usine. En fait, on arrive et c'est genre des... Je sais même pas comment décrire. Comme des grandes bassines, mais même très très grandes. Mais dans la terre du coup. Ouais, avec des bâches un peu qui maintiennent de l'eau. Dedans, il y a des tuyaux d'arrosage un peu. En fait, tout est fait maison, tout est construit maison. Il n'y a pas d'usine, il n'y a rien. Ouais. Les toits, ils sont faits avec des bouts de bambou, des trucs, pas de bambou, de palmier. Ouais. En fait, c'est genre un truc fait maison et c'est là qu'ils font l'alcool. En fait, c'était tout fait soi-même et en fait, ils nous accueillent, ils sont super contents, ils nous font goûter et tout. Ils nous expliquent comment ça marche. Ouais. Et comme ils sont super contents de nous accueillir, ils décident de nous offrir un coq, un poulet. Vivant. Ouais, genre une poule. Une poule, ouais. Et donc en fait, la poule, il le prend par les pattes et on est reparti avec la poule accrochée au port. Ouais. Ah oui, donc pendant 30 minutes, la poule, était en bas. Elle était vivante et du coup, on est rentré à la maison comme ça. Et vous avez fait quoi de la poule après ? Du coup, on l'a détachée et elle était en forme. Ouais. Ils ont dit, on la mange ce soir ? Allez, hein, pourquoi pas. Et au final, non, on la mange pas ce soir. Ouais. On mange la prochaine fois que vous revenez en Côte d'Ivoire. Ouais, la prochaine fois qu'il y en a un d'entre nous qui va revenir en Côte d'Ivoire, il mangera la poule. On avait aller manger entre temps. Bah écoute, je sais pas. En fait, c'était lunaire comme scène de faire 30 minutes de moto, d'arriver dans un truc. Genre, tu te dis, mais l'alcool, heureusement, c'est de l'alcool, du coup, ça va, mais ça passe dans des sortes de bagues, des trucs comme ça. Ensuite, tu te le verses dans un bidon d'essence. Mais c'était lavé, c'était propre. Hein. Un bidon de moteur, ouais, c'était ça. Ouais. Ouais. Mais c'était quelque chose. Et ça, on en a ramené du coup. Trop bien. Chez nous, ouais. Trop bien, prochain apéro. Ouais, tu vas... ça arrache. Ouais. Et ça, du coup, ils le mettent... donc ça sort, c'est un alcool blanc, comme de la vodka ou quoi. Et après, dans la bouteille, ils mettent des racines, un peu de tout. Je sais pas exactement ce que c'est, mais elles ont des vertus un peu. Et en gros, boire ça, ça soigne plein de maladies. À un moment, on s'est retrouvé quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui tenait ça s'appelle des maquis. Et un maquis, c'est genre un petit restaurant tenu par quelqu'un. Okay. Et en fait, la dame, elle nous a invités parce qu'elle a entendu qu'on venait. Trop bon. C'était tellement bon. On a bien mangé aussi. Et donc en fait, on mange, elle mangeait avec nous, de toute façon on était tout seuls. Et je sais pas comment on vient à parler du Koutoukou, de l'alcool aphrodisiaque. Elle dit moi je connais quelqu'un qui a un truc, c'est hyper aphrodisiaque, hein, mais attention, faut être prêt pour le consommer. Et en fait, on commence à faire des blagues dessus un peu et on dit mais ouais, on veut grave tester. Et là, elle part, elle nous laisse dans le resto et elle part chercher l'alcool, je sais pas où, chez ses voisins. Elle vient avec une petite bouteille comme ça. Elle dit attention, mais vraiment, t'es sûre que tu veux boire ça ? Genre, elle nous prévient.
Et au final, on a goûté, mais ça n'a pas fait grand-chose. Ah ouais, ça a pas Ah marché, ouais. mais elle était persuadée, limite elle s'inquiétait. Vous êtes sûr, parce que là, toute la nuit c'est parti. Elle a dû être trop vous dégoûtée allez quand vite ça rien mourir et fait. tout. Bah ouais. Elle a dit après ça peut mettre plusieurs heures. Ouais, ça dépend ouais, des gens. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer ou je sais pas, une dédicace aux gens que vous avez rencontrés là-bas, enfin pour je sais pas, pour clôturer ce projet aussi. Bah lancez-vous, c'est génial, vous n'allez pas le regretter. C'est super gratifiant et ça apprend plein de trucs. Ouais. Enfin, au-delà de ce qu'on a appris sur place, rien que le fait des compétences qu'on a acquis en montant un projet, ça amène plein de choses. Et surtout, moi, je sais que ça m'a vachement aidé dans une manière de me débrouiller toute seule, d'être en autonomie, de pousser les autres à faire quelque chose. Et ça, c'était vachement cool. Et j'ai aussi mis ça un peu en place dans mes études en communication. En fait, j'ai réussi à lier ces deux projets parce que sur place, j'ai fait beaucoup de vidéos et j'ai documenté tout le voyage. Donc, ouais, c'est ça, on avait chacun un rôle et donc on a chacun progressé à fond sur un domaine précis. Donc ouais, ça en vrai, lancez-vous, c'est génial. Et si aussi en vrai, si y a des gens qui prévoient de faire un projet dans ce style-là, pas forcément scout, hein, ça peut être n'importe quoi, de solidarité internationale, essayez de bien le faire et de vous renseigner sur les manières de pas tomber dans des pièges tels que genre le volontourisme par exemple, où c'est un peu, on va dire, des associations qui vont vous soutirer plein de thunes pour au final un projet qui est pas vraiment utile sur place, où c'est juste pour se donner bonne conscience et dire on a fait ça dans tel pays, on a aidé plein de gens, alors qu'au final ça va pas être utile. Il y a des tas de projets à des gros budgets qui se rendent compte après coup que je sais pas, par exemple, ils ont creusé un puits, ça coûte une fortune, hein, creuser un puits, le nickel et tout ça, sauf que c'est pour forer de l'eau pas potable par exemple, du coup de l'eau contaminée ou quoi, donc personne l'utilise, ça servait à rien, ça a juste coûté de l'argent, l'empreinte carbone, et au final c'est pas bénéfique pour les gens, donc essayez vraiment de vous renseigner à fond sur... Surtout la plupart du temps, l'argent va plus se retrouver dans l'asso, on sait pas à quel fond, plus que pour les gens, et pour les gens du village, quoi. C'est ok. ça. Non mais... Trop bien. Bah ouais. Et puis si, en vrai, merci du coup à tous ceux qui nous ont aidés et aux gens là-bas qui nous ont accueillis. Et qui nous ont même fait une chanson. Ah ouais. Ouais, Ils ont la écrit musique, une chanson. elle est géniale. C'est Yves-Marie qui a fait la musique. Ouais, elle est géniale. Trop bien. J'adore. Ouais. Merci à vous. Merci d'avoir fait cette expérience parce que du coup ça a aidé plein de gens là-bas sur place. Donc c'est trop cool. Et en vrai, ça donne trop envie quoi. Vraiment ça donne trop envie. Mais bon. En vrai, merci à pas tous de nous avoir invités. Ça nous a permis de reparler de ça. Et puis même ça fait plaisir d'en reparler et de nous rappeler de tas de souvenirs. Carrément. C'est chouette. Ouais. Trop bien. Bon, merci. À la prochaine. On n'est pas sans se revoir. Bisous.